chers experts. Merci d'être là. Si vous êtes là, ceci témoigne de votre engagement en santé publique et l'intérêt que vous portez à cette thématique, en l'occurrence les méningites. Je voudrais, avant de commencer, remercier les experts qui ont bien voulu répondre à cette rencontre qui est pour nous très importante compte tenu du contexte épidémiologique actuel. Kima Labelko, il y a une épidémie qui sévit maintenant au sud et ce n'est pas seulement, je tiens à rappeler quelque chose, peut-être que compte tenu de la semaine de la vaccination, de dire qu'il y a aussi des cas de diphtérie, des cas de rougeole. Et donc là, il faudrait qu'on soit plus vigilant, qu'on essaye de travailler davantage et de veiller à respecter ou à encourager les gens pour la couverture vaccinale. Je pense qu'il y a, c'est dommage, malgré tout ce que nous avons fait durant ces 2 dernières années, j'allais dire, depuis 2022, je pense qu'il faut travailler davantage. Parce que si on a des cas maintenant, ceci témoigne de quelque part à laisser aller, ou est-ce que c'est la population qui peut-être pas assez sensibilisée? Il faut chercher le pourquoi de la chose, chacun dans sa commune, chacun dans son entourage, dans sa structure, d'essayer de trouver le pourquoi de la chose et de travailler dans ce sens. Je sais que vous faites beaucoup. Je voudrais vous rendre hommage pour ce que vous avez réalisé aussi durant la semaine de la prévention, la Semaine nationale de la prévention qui est une réussite. Je pense que ceci a montré aussi l'importance de ce secteur, l'importance d'aller vers la population. La proximité est tellement importante. Quand vous vous rapprochez de la population, et ils sont intéressés, ça, je pense que c'est ça qu'on doit retenir de cette semaine. Et puis, c'est valorisant aussi pour vous, pour notre secteur. C'est vraiment très, très important. Aussi, par rapport à la journée de la PMI. Et là, je voudrais aussi rendre hommage au ministre de la Santé, il faut le dire, parce qu'il a fait de la prévention vraiment la pierre angulaire et aussi d'institutionnaliser une journée nationale de la PMI, c'est très important parce qu'on voit très bien que le rôle que joue la PMI, aussi bien dans la couverture vaccinale que dans la protection d'une manière globale de la mère et de l'enfant. Donc, c'est pourquoi je tiens à vous rendre hommage à tout le personnel de santé, c'est-à-dire aussi bien médecins, le paramédical que les administrateurs. Et je voudrais aussi remercier les responsables qui ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées et aussi pour nous accompagner dans le renforcement des capacités à tous les niveaux. Donc, on revient à notre journée aujourd'hui par rapport à la méningite. Comme vous le savez, donc, effectivement, le guide a été élaboré. Un guide a circulé sur les réseaux, mais qui n'était pas la version finale. Et on a attiré l'attention. Et en fait, ça a pris du temps tout simplement. Parfois, c'est des petites choses qui font la différence. C'est le problème de la conception. On a eu à maintes reprises donc, des choses qui sautent dans le guide où c'est mal fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas sorti jusqu'à présent. Il est toujours chez l'imprimeur. Par contre, nous avons élaboré avec l'ensemble des collègues et des experts la circulaire qui a été diffusée à l'ensemble. Et si elle n'est pas diffusée, on pourra même la faire. Je pense qu'elle a été diffusée même sur les réseaux. Elle a été diffusée à l'ensemble des DSP, à l'ensemble des EPSP et des EPH. Et alors, si le personnel de santé ne l'a pas, s'il vous plaît, allez la demander auprès de l'EPSP ou de la DSP.
et on va la mettre aussi sur le site du ministère de la Santé. Surtout que maintenant, je pense qu'il y a une situation, ce n'est pas seulement en Algérie, parce que quand on voit ce qui se passe et les personnes qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde, et pas loin de chez nous, en Afrique, il y a des alertes. Il y a une épidémie qui sévit en Nigeria, méningite C, méningo C, et donc, et qu'on retrouve malheureusement chez nous. Et donc là, je pense que c'est une alerte. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faudrait absolument qu'on se retrouve aujourd'hui. Et je voudrais à l'occasion remercier les experts. Je vais les citer parce que comme ça, si vous avez des questions, ils sont là pour répondre. Ils vont présenter bien sûr la circulaire. On va essayer de détailler la circulaire parce qu'on s'est dit, et ça c'est les leçons apprises, c'est quand on diffuse une circulaire ou une note, si elle n'est pas suivie d'une formation ou d'une présentation comme ça pour l'expliquer, elle reste lettre morte. Et donc, beaucoup, peut-être qu'il y a l'interprétation n'est pas juste. Alors, je vais citer comme clinicien, j'ai le professeur Zalouel, le pédiatre, qui nous a fait l'honneur et qui fait partie du groupe d'experts qui a travaillé sur le guide et sur la circulaire. Professeur Smith, qui est infectiologue et qui est aussi clinicien, donc infectiologue. On a professeur Talem Ammar du laboratoire national de référence. Et on a docteur Zebouj, qui est notre expert ancien responsable du programme national de prévention et de lutte contre les méningites. Docteur Bourofala, que vous connaissez, qui est responsable au niveau de l'Institut national de santé publique, et docteur Nadia Bekri, qui est l'actuel responsable du programme national de prévention et de lutte contre les méningites. Ces personnes qui sont présentes avec nous, ils sont là pour présenter d'un côté la circulaire et de l'autre côté répondre à toutes vos questions. Je pense que s'il y a des petites choses aussi, qu'il y a une omission sur telle ou telle partie de la circulaire, on est là aussi, on pourra toujours la revoir et corriger et renvoyer des errata. Voilà, sans trop tarder, je vais donner la parole au professeur Smith qui va présenter la conduite à tenir devant un cas de méningite, un cas suspect de méningite ou un cas de méningite. Merci, docteur Smith. Salam alaikum. Alors, ça a été fait dans le cadre de l'urgence, vu la situation épidémiologique. Donc, j'espère que je vais être assez claire. Et si après, on discutera les différents détails et les petits points qui ne sont pas mis dans ces slides ou encore les différentes questions que vous avez à aborder avec nous. Alors, donc, c'est conduite à tenir devant une méningite bactérienne communautaire et les cas des infections invasives à méningocoque. Ça ne marche pas? Comment je fais marcher? Ah, c'est bon. Donc, vous savez très bien que les méningites bactériennes demeurent un souci permanent pour le médecin en raison de son incidence, mortalité et de l'évolution des résistances bactériennes. C'est une extrême urgence médicale, diagnostique et thérapeutique. C'est la forme la plus fréquente des infections. Qu'est-ce que je fais là? D'accord. Donc, c'est la forme la plus fréquente des infections suppurées intracrâniennes. Le diagnostic clinique, il est confirmé grâce à la ponction lombaire et la méningite qui est dite bactérienne, dans laquelle son LCS est trouble, contient une cellularité à prédominance de polynucléaires et le plus souvent des bactéries à l'examen direct. L'infection méningococcique peut se présenter sous diverses formes cliniques causant des infections invasives, dont la méningite cérébrospinale, seule méningite contagieuse
à potentiel épidémique. La stratégie thérapeutique dépend du résultat de la ponction lombaire selon l'examen direct dans un premier temps, puis de la culture et de l'antibiogramme. Alors que la méningite bactérienne et les infections invasives à méningocoque sont à déclaration obligatoire. Alors, les objectifs, le plus important, c'est de reconnaître l'urgence diagnostique et thérapeutique, c'est le plus important, c'est de déterminer les particularités rencontrées dans les différentes étiologies, c'est de traiter cette méningite, donc avoir une guérison, préserver le pronostic vital et bien sûr éviter les complications et les séquelles. Alors, quelle est la prise en charge? D'abord, en premier, il faut faire un examen clinique rapide à la recherche de signes de gravité. Comme vous le savez, le purpura extensive, l'instabilité hémodynamique, les troubles neurovégétatifs, les troubles de la vigilance avec un score de Glasgow inférieur ou égal à 11, des signes neurologiques de focalisation, des convulsions ou encore un état de mal convulsif. Alors ensuite, il faut faire un interrogatoire et bien sûr l'histoire de la maladie et pratiquer la ponction lombaire, sans oublier également de pratiquer des hémocultures et entamer une antibiothérapie par voie parentérale avant bien sûr les résultats de la culture. Alors l'APL qui est un geste, c'est le geste essentiel. Il est alors chez le nourrisson un geste anodin et devant une fièvre isolée, inexpliquée ou encore associée à une altération d'état général, à une fontanelle antérieure bombante et non battante, à une hypotonie de la nuque, à des troubles vasomoteurs, à une gastroentérite aiguë fébrile, des troubles du comportement, des signes méningés fonctionnels et physiques, et bien sûr un premier épisode de convulsion fébrile sans foyer infectieux évident chez le nourrisson de moins de 12 mois. Donc là, on pratiquera cette ponction lombaire en urgence, qui est un geste, je l'ai dit, anodin, et devant toute fièvre qui est associée à ces différents signes. Alors chez le grand enfant et l'adulte, devant un syndrome infectieux d'apparition brutale sans foyer évident, devant un syndrome méningé fonctionnel associant vomissement en jet, céphalée en casque, rebelle aux antalgiques, photophobie, le tout évoluant dans un contexte fébrile, un syndrome méningé physique associant raideur méningée, signe de Kerning, signe de Brudzinski dans un climat fébrile, un purpura aigu fébrile et des troubles de la conscience dans un climat fébrile. Donc voilà les situations où on pourra pratiquer cette ponction lombaire. Chez le sujet âgé, c'est devant tout trouble psychique dans un contexte fébrile, sachant que les signes méningés sont au second plan chez les personnes âgées. Alors, la ponction lombaire, elle est pratiquée. Alors, on pratique une ponction lombaire, on pratique des hémocultures et on entame l'antibiothérapie. Parfois, il y a des contre-indications. Dans ce cas-là, on pratiquera avant si on ne peut pas pratiquer la ponction lombaire, on pratiquera une culture, on entamera une antibiothérapie, la première dose, et on enverra le malade faire notre TDM cérébral. Donc là, c'est les indications que vous avez dans la circulaire. Quelles sont les contre-indications qu'on doit faire, qui nous contre-indiquent la ponction lombaire dans l'immédiat ou encore lorsqu'on lève l'état de choc, lorsqu'on n'a plus de contre-indications immédiates, on peut pratiquer cette ponction lombaire. Mais sinon, on fait une TDM, ensuite on pratique la ponction lombaire. Sachez que le fond d'œil n'a plus d'intérêt avant la pratique d'une ponction lombaire. Alors, les infections invasives à méningocoque, c'est considéré comme tout cas remplissant au moins l'un des critères suivants. Alors, vous les avez dans la circulaire, c'est l'isolement bactériologique du méningo ou encore une PCR qui est positive à partir d'un site qui est normalement stérile. Ça peut être le sang, le LCS, les liquides articulaires, liquide de la chambre antérieure de l'œil, etc. Là où il y a en principe un liquide stérile ou à partir de la lésion cutanée purpurée. C'est aussi présence de diplocoque A gram négatif à l'examen microscopique du LCS et c'est un LCS qui est évocateur d'une méningite.
LCS évocateur de méningite bactérienne à l'exclusion de l'isolement d'une autre bactérie avec présence d'éléments purpuriques cutanés, quel que soit leur type. C'est aussi la présence d'un purpura fulminans dont les éléments s'étendent rapidement en taille et en nombre avec au moins un élément nécrotique ou échymotique de plus de 3 mm de diamètre associé à un syndrome infectieux sévère non attribué à une autre étiologie. Alors, nous avons notre LCS qui a été pratiqué. Alors, si l'examen direct est positif, si c'est un coccygramme négatif, alors il s'agit d'une Neisseria meningitidis. Alors, le traitement de choix, le traitement de première intention, c'est l'amoxicilline ou l'ampicilline. Sachez que le problème avec l'ampicilline, c'est qu'on ne peut pas la donner par voie orale. Donc, on la donne par voie injectable. C'est par rapport à l'absorption digestive parce qu'elle a une très mauvaise absorption digestive. Par contre, l'amoxicilline a une excellente absorption digestive. Donc, on donnera, puisque c'est par voie parentérale, on donnera l'amoxicilline. Si je n'ai pas l'amoxicilline, l'ampicilline. Comme alternative, nous donnerons la ciprofloxacine ou la rifampicine, sachant que la rifampicine, on la laisse toujours en dernier recours. Lorsqu'il s'agit d'un coccygramme positif, là, si on a des signes de gravité ou des signes prédictifs nous n'avons pas de signes de gravité ou encore des signes prédictifs d'un PSPD, d'un pneumocoque de sensibilité diminuée, vous les avez sur la circulaire, les différents signes d'un pneumocoque de sensibilité diminuée. Dans ce cas-là, nous donnerons une céphalosporine de 3e génération, que ce soit la céphotaxine ou la ceftriaxone. Et comme alternative, si nous n'avons pas une céphalosporine de 3e génération, nous donnerons comme alternative une association de la rifampicine plus la vancomycine. Si nous avons des signes de gravité ou encore des signes prédictifs d'un PSDP, nous donnerons la céphalosporine de 3e génération seule, associée à la vanco s'il s'agit d'un enfant. Et comme alternative, c'est la rifampicine plus la vancomycine. Donc, ce qui a changé par rapport à ça, c'est que chez l'adulte, nous ne donnons plus de vancomycine associée lorsqu'on a des signes de gravité ou des signes de PSDP, mais nous devons donner une dose qui est assez élevée, c'est-à-dire une forte posologie, et on va jusqu'à 300 mg chez le nourrisson et chez l'enfant par milligramme par kilo par jour. Chez l'adulte, on peut aller jusqu'à 18 grammes, on peut aller jusqu'à 18 grammes. Donc, en fonction de la corpulence de la personne adulte, on peut aller jusqu'à 18 grammes. Sachez qu'après l'antibiogramme, on pourra réajuster les doses et diminuer les posologies. Donc, il n'y a plus de vancomycine pour l'adulte lorsqu'il y a des signes de gravité ou des signes de PSDP. Par contre, chez l'enfant, on maintient toujours la rifampicine, la vancomycine. Donc, c'est une bithérapie. C'est pas plus vancomycine. Lorsqu'il s'agit d'un hémophilus influenzae, c'est toujours les céphalosporines de 3e génération comme traitement de première intention, traitement de choix. Comme alternative, nous pourrons donner la ciprofloxacine. S'il s'agit d'un Listeria monocytogène, c'est la bactérie qu'on a rajoutée cette fois-ci dans notre circulaire ou dans notre prochain guide. Donc, c'est l'amoxicilline avec la Genta et comme alternative, c'est le cotrimoxazole, donc le Bactrim qu'on pourra donner comme alternative. Lorsque nous n'avons pas de signe d'orientation ou lorsque l'examen direct est négatif, si c'est un enfant de plus de 3 mois et l'adulte, ça sera une céphalosporine de 3e génération associée à la vanco chez l'enfant s'il y a bien sûr une forme grave ou des signes de pneumocoque de sensibilité diminuée. Comme alternative, ça va être la rifampicine plus la vancomycine. Alors, quelles sont les durées des traitements? Ce qui a changé également, ce sont les durées des traitements. Et dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'un méningocoque, c'est 7 jours. On était à 10 jours, donc on est à 7 jours. Le pneumocoque, on était à 2 semaines, 3 semaines. Nous sommes descendus à 10 jours ou 14 jours. Et donc, 14 jours, c'est en fonction, tout ça, c'est en fonction de la ponction lombaire, c'est en fonction, pas de la ponction lombaire, c'est surtout par rapport à la forme clinique au début et à
à l'évolution. Si c'est une forme grave et qui évolue lentement vers l'évolution favorable, ça sera le 14 jours. Sinon, ça sera, si c'est une forme sans signe de gravité, sans signe de pneumocoque, de sensibilité diminuée, ça va être de 10 jours. Donc, tout est fonction de la forme clinique et de l'évolution. Si c'est un hémophilus influenzae B, on était à 3 semaines, on est à 7 jours. Donc, la durée a diminué, elle est réduite à 7 jours. Quant à la listériose, la méningite à listeria, c'est 21 jours d'amoxicilline. La Genta, elle est de 5 jours. Et le Bactrim, si on utilise le cotrimoxazole, c'est 21 jours. Alors, les méningites à germène déterminée, ça va être, on était à 15 jours, on redevient 10 jours. Donc, on a réduit les posologies. De toutes les manières, ce sont des recommandations internationales. C'est tout le monde qui réduit les posologies, les durées des antibiotiques. C'est par rapport, justement, on a vu que l'efficacité, il y avait des durées qui étaient efficaces et que ce n'était pas obligé de maintenir encore plus le traitement. Et donc, maintenir encore plus, ça donnait plus de résistance et on n'utilisait pas correctement nos antibiotiques. Si je parle un petit peu de la prévention, je pense qu'on va, il y a des épidémiologues qui vont parler de la prévention. Moi, j'ai mis juste une slide pour parler justement de la prophylaxie. Donc, il y a la prophylaxie, il y a la médicamenteuse et la vaccination. Donc, il y a 2 types de prophylaxie. C'est juste pour dire que là aussi, on a changé. Ce n'est plus la spiramycine, on n'a plus l'extensiline, on n'utilise plus l'extensiline. Donc, il y a d'autres molécules qui sont dans la circulation. Adulte, l'enfant, c'est pas un adulte. Un enfant qui va mal, prenez le temps de le regarder, de bien l'inspecter. À l'inspection, n'oubliez pas les temps capitaux de notre sémiologie. Ne dites pas que la mère nous embête. Si elle vous ramène un enfant parce qu'il fait de la fièvre, il a consulté la veille et on dit, voilà, on lui a déjà donné un traitement. Non, il faut le reprendre, il faut le réexaminer, il faut chercher peut-être quelque chose qui se sont apparus. On va insister sur ça, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Si vous voulez avoir un germe, ne la laissez pas sur la paillasse. Rapidement à toi pour donner les données biochimiques, etc. Et par la suite, on aura la bactériologie. Voilà moi ce que j'avais à rajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Un diagnostic, s'il vous plaît, à ne pas rater. À ne pas rater parce qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord, dans l'immédiat, c'est le décès. Par la suite, s'il ne décède pas, les complications avec un enfant qui sera en retard psychomoteur, donc qui sera très lourd, et pour les parents, et pour vous-même, pour la santé et pour la société. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Zinfouane, pour ces clarifications. Et je sais tout ce que vous faites pour les enfants. Alors, on apprend tous les jours, on apprend. Et je pense que ces mots sont forts et ça nous marque de se dire, oui, la méningite, il ne faut pas avoir peur seulement du décès, mais c'est aussi des séquelles et des complications. Merci encore une fois. Là, j'appelle, on va enchaîner et n'hésitez pas, donc vous pouvez poster vos questions sur le chat. Je vais appeler professeur Talim Hamma à nous parler maintenant du diagnostic et aussi de sérotypage, tout ce qui est lié à la microbio.
Hein? Merci beaucoup. En plus, on a la chance, c'est la responsable du laboratoire national de référence. Merci, professeur. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de me retrouver ici. D'abord, je remercie la Direction générale de la prévention d'avoir initié dans le cadre de l'urgence cette réunion. Vraiment, je salue cette initiative, surtout dans l'actualité épidémiologique que nous traversons et que surtout les pays frontaliers sont en train de traverser. Et même, vous verrez après, j'ai quelques messages clés à partager avec vous. Alors, effectivement, la circulaire qui est sortie en décembre 2023 était la bienvenue parce qu'il fallait vraiment remettre à jour certaines conduites à tenir et certaines données. Dans cette présentation, je ne vais pas, au risque d'aller dans la théorie, j'ai voulu être pratique. J'ai repris certains des captures écran de la circulaire pour que vous puissiez vous retrouver et vous approprier ce document. Et je pense qu'on basera beaucoup plus les choses sur l'échange dans les questions et peut-être sur certains points sur lesquels il faudra vraiment insister. Alors, bien sûr, vous savez que la circulaire, elle date du 21 décembre 2023. Dans cette circulaire, je tiens à vous rappeler que pour le laboratoire, le rôle est capital. C'est une urgence médicale majeure de laboratoire et la confirmation pour les méningites bactériennes et les méningites purulentes est obligatoire parce qu'il y va de la conduite à tenir. Et comme vous l'avez vu avec ma collègue, le professeur Smith, et avec l'intervention du professeur Zerouel, les éléments de laboratoire orientent la thérapeutique. Ne négligez pas ne serait-ce qu'une coloration de grammes, voire un cocci ou un bacille, un gras plus ou un gras moins, peut sauver une vie, lui éviter un handicap, peut anticiper pour éviter la dissémination d'une épidémie. Donc, c'est une urgence médicale majeure. La confirmation au laboratoire est très importante et j'insisterai beaucoup plus sur la surveillance tout aussi importante des souches en circulation. Je ne sais pas s'il y a des gens du laboratoire qui sont à l'écoute ou même les collègues épidémiologistes. La conservation des souches et leur étude est très importante pour une surveillance à moyen et long terme afin de prévenir on va dire, l'émergence d'un phénomène nouveau au niveau du pays, surtout, j'insiste, dans le contexte épidémique international et régional. Alors, au niveau de la circulaire, vous allez reconnaître certainement ce tableau. Je l'ai pris de la circulaire pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, premier point, c'est insister quels sont les prélèvements que l'on peut faire pour la microbiologie déjà. Habituellement, on a longtemps associé les méningites purulentes au LCS. Oui, le LCS, c'est l'élément clé dans une méningite purulente, mais dans le cas d'une infection invasive à méningocoque, rappelons-le, les méningites purulentes, c'est le méningo, le pneumo, l'hémophilus. Vous avez 3 étiologies à prévention vaccinale, mais vous avez aussi les méningites néonatales. Ceci étant dit, le LCS reste bien sûr le prélèvement de choix. Néanmoins, dans l'infection invasive à méningocoque, l'hémoculture peut trouver toute sa place et mieux encore dans les formes purpuriques, la biopsie cutanée, l'aspiration des lésions. C'est là où vous allez retrouver le méningo et non pas dans le LCS, dans les infections invasives, c'est-à-dire dans tout ce qui est forme purpurique. D'autres prélèvements peuvent également vous renseigner, ne les négligez pas, ce sont le sang et le sérum. Vous verrez aussi bien pour la microbiologie, pour la PCR, que pour la biochimie, ça c'est un autre type d'analyse. Alors concernant ces différents prélèvements, dans la circulaire, vous allez retrouver par type de prélèvement les examens de laboratoire que vous pouvez demander en fonction de l'échantillon clinique que vous avez, ainsi que les limites et les avantages de chaque examen, mais surtout, et donc pour les cliniciens que vous êtes, et surtout les cliniciens, c'est les délais de réponse. Par exemple, quand vous avez un liquide céphalorachidien, un examen macroscopique, c'est franchement dans l'immédiat et vous-même, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez un liquide trouble, un liquide xanthochromique, hématique, un liquide clair, etc. Concernant les examens directs que l'on va voir après, ce sont l'énumération, les équilibres leucocytaires. Ça, c'est vraiment dans les 2 heures. Quand vous envoyez votre PL, le laboratoire devrait vous répondre pour les équilibres leucocytaires, pas le lendemain ni une semaine après, mais franchement, il a juste le temps de faire son équilibre leucocytaire. C'est quelque chose, dans les 2 heures, quand on dit 2 heures, c'est vraiment largement le temps quand il faut attendre et que le laboratoire est submergé. Mais en théorie, franchement, ça demande une cytologie, ça demande quand on reçoit le prélèvement et qu'on l'a enregistré, c'est un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure de manipulation. Donc, on peut tolérer de 1 à 2 heures.
Concernant les tests immunochromatographiques que l'on voit après, alors pas plus tard qu'hier, on recevait encore de la part d'un collègue clinicien qui insistait sur la contre-immunoélectrophorèse pour rechercher les antigènes solubles dans le LCR. Alors je vous le dis définitivement, la contre-immunoélectrophorèse est abandonnée depuis des années maintenant. Il y a un élément, et même les antigènes solubles par agglutination, tels que vous avez l'habitude de les demander, sont remis en cause en raison de leur sensibilité, surtout de leur spécificité. Dans ce cas, il y a un test qui est très simple, que même les cliniciens peuvent quelque part peut-être faire, je dirais, à la limite, s'ils sont vraiment bien équipés, j'allais dire, peuvent le faire même au lit du malade. Puis c'est très simple, c'est une goutte de LCR, vous le verrez après, pour la détection de l'antigène du pneumocoque directement dans le LCS. Et là, c'est dans l'heure qui suit le prélèvement. Donc, si votre laboratoire a cette capacité de le faire, là aussi, c'est une réponse que vous pouvez avoir immédiat dans la journée. Autre chose, et la technique qui a vraiment, bien sûr, je reviens d'abord pour les techniques laxiques, c'est la culture qui reste quand même le gold standard et qui devrait être tentée, quelle que soit la situation par les laboratoires. Celle-là, son inconvénient, c'est le délai de réponse, bien sûr. C'est 24-72 heures et je vous assure que d'expérience, on a vu des LCR se positiver au-delà de 5 jours. N'oubliez jamais que le LCR est microbien, il ne contient pas beaucoup de germes, donc il faut tout faire pour pouvoir enrichir et pouvoir donner un maximum de chances au niveau du laboratoire pour cultiver la bactérie, puisqu'on parle des méningites bactériennes. L'outil PCR, alors, on a bien vu l'apport de l'outil PCR pendant cette pandémie de Covid. Eh bien, il faut savoir que la PCR, il y a des outils qui existent depuis très, très longtemps, des dizaines d'années. Et je pense, à mon avis, pour toutes les structures qui ont des plateaux techniques de biologie moléculaire, mettre en place l'outil PCR pour le diagnostic des méningites purulentes est une priorité. Et je m'adresse aux décideurs qui seraient peut-être, aux gestionnaires des structures, qui seraient peut-être présents et qui assisteraient peut-être à cette formation. Et il est très, très important parce qu'il y va de la vie des personnes. Vous savez qu'une infection invasive à méningocoque, c'est de quelques heures. C'est une personne qui décède sur 6 et c'est une personne qui devient handicapée sur 5. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, ça, pour les PCR, je vais développer un peu plus dans une autre slide pour vous dire que vous avez deux approches, soit la PCR temps réel, soit l'approche syndromique qui existe maintenant, multiplex, qui peut être pratique et celle-là. Bon, encore techniquement, je ne vais pas m'étaler, on pourra aller sur les avantages et les inconvénients de chacune dans les discussions si ça vous intéresse. Mais moi, le message que je souhaite vous faire passer, c'est que vraiment, il faut encourager et prioriser le diagnostic par PCR au niveau des structures et par culture pour les méningites purulentes. Il ne faut pas attendre d'être en situation d'épidémie. Et puis, la PCR, ce n'est pas que la COVID. On a bien vu que ça nous a apporté des choses, mais là, il y va vraiment de la vie des personnes. Alors, dernier point, ce sont les autres paramètres biologiques, c'est-à-dire tout ce qui est biochimie, protéinorachie, etc. Alors, la fonction lombaire, bien sûr, puisqu'on a parlé des intérêts des examens, on vous l'a dit qu'il fallait qu'elle soit pratiquée donc dans l'urgence, devant toute asepsie. Il y a quand même des conditions pour pouvoir, on va dire, donner toutes les chances à cette PL de donner une réponse de qualité. D'abord, il faut savoir que la cytologie, une cytologie qui dépasse 24 heures est remise en cause parce que les cellules ne gardent pas leur état et ça, c'est valable quel que soit le prélèvement qui est adressé au laboratoire. Cependant, pour les cliniciens que vous êtes, si vous souhaitez envoyer pour le laboratoire qui est avec vous, ce n'est pas si vous souhaitez, vous devez le faire, excusez-moi de le dire, mais en fait, si vous devez envoyer pour une PCR, sachez qu'il faut utiliser des gants non poudrés. Et ça, on vous l'a dit lors de la COVID, et bien c'est valable pour toutes les PCR parce que la poudre de talc au niveau des gants inhibe les réactions de PCR. Deuxième chose, il y a le volume. Le volume est très important. Vous savez, parfois, le laboratoire reçoit dans les 200 microlitres. Alors, c'est très difficile en pratique de partager une petite quantité de LCS entre cytologie, c'est-à-dire numération, coloration, culture, biochimie et techniques moléculaires quand elles sont disponibles. Donc, s'il vous plaît, le volume n'est vraiment pas de trop. D'ailleurs, aussi bien dans le guide que dans la circulaire, on recommande de faire 3 tubes stériles, 1 millilitre par tube, chacun destiné à un type d'exploration. L'exploration cytobactériologique, c'est pour la cytologie et la culture. Le pour la PCR quand elle est pratiquée. Le troisième pour l'étude biochimique. Bien sûr, acheminer très rapidement ces prélèvements au niveau du laboratoire pour l'analyse immédiate,
Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de les mettre à froid pour la culture. Alors, c'est vrai que l'habitude, on a tendance à dire que le tube destiné à la PCR peut être conservé à +4, mais il ne peut pas être conservé à +4 pendant un mois. Nous, de recevoir des LCS, parfois on vous dit, voilà, on se souvient qu'on l'a gardé dans un endroit, allez, vous nous faites la PCR, mais au bout d'un mois, non, quand même l'ADN est altéré, il faut passer à la congélation. Cependant, et retenez bien, si on dit +4 ou -20, ça c'est pour les diagnostics moléculaires. Par contre, pour tout ce qui est culture, tout ce qui est culture, je le répète, ça reste quand même le gold standard, vous verrez après, parce que ça permet d'avoir un génogroupage, ça permet d'avoir une sensibilité aux antibiotiques. Ça, à aucun moment, le LCS ne devrait être mis au réfrigérateur. Au mieux, si vous devez différer, si vous devez transporter, vous devez, comme à l'ancienne, si vous n'avez rien, vous devez l'envelopper d'un coton cardé et le protéger des variations de température, surtout si c'est de nuit, il fait froid dans certaines régions. Ça aussi, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au réfrigérateur qu'il ne fait pas froid au niveau de votre salle ou au niveau de la voiture ou dans la malle ou dans le coffre ou des choses comme ça. Ce sont des détails qui peuvent peut-être vous paraître, mais croyez-moi, qui ont toute leur importance dans la qualité du diagnostic microbiologique. Alors ça, je vous ai mis ça pour que vous sachiez un peu à quoi ressemble un hématimètre, surtout pour les collègues épidémiaux et les collègues cliniciens qui sont là, qui sont présents. Donc, c'est l'outil qu'on utilise pour la numération. Ce tableau-là ne permet pas d'information pour que vous sachiez que quand même, l'aspect macroscopique, la glycorachie et la protéinorachie peuvent être très, très informatifs concernant le type, on va dire, de méningite. Par exemple, dans les formules panachées, on sait très bien qu'on est autour du malade devant un syndrome, c'est-à-dire le syndrome méningé n'est pas toujours évocateur de l'étiologie bactérienne. Il est rare, il peut peut-être être évocateur, il vous permet plus ou moins. Là aussi, par contre, c'est rappelé, les valeurs limites sont rappelées aussi concernant l'étude biochimique qui est tout aussi importante, il faut lui accorder son importance. Les valeurs normales sont rapportées dans la circulaire. Vous pouvez voir que pour la protéinorachie, elle est autour de 0,15 à 0,5. En cas de méningite bactérienne, vous avez une eau, au début de l'infection, ces paramètres ne sont pas toujours visibles et parfois, quand l'UPL est faite peut-être, je ne vais pas dire précocement ou un peu trop tôt, vous pouvez avoir des situations où vous n'avez pas tout à fait ce type de ce profil-là de vie. Il faut toujours l'accompagner d'une glycémie parce que la glycorachie absolue du taux de glucose que vous retrouvez dans le LCR. Donc, la glycorachie, c'est 2/3 de la glycémie pour la valeur normale. En cas de méningite bactérienne, vous avez une hypoglycorachie. Ça, il faut le retenir. Donc, vous ne pouvez pas faire une glycorachie sans avoir la glycémie au même moment. C'est le ratio que vous devez évaluer. Alors, pour ce qui est des tests immunochromatographiques, là aussi, vous l'avez au niveau de la circulaire, on en parle. Voici ce que c'est qu'un test immunochromatographique. Il en existe 2 ou 3 marques dans le commerce pour le moment. C'est tout simplement un test rapide qui existe depuis très longtemps et qui vous donne un résultat sur la paillasse au bout d'un quart d'heure. Donc, le temps de recevoir le LCS, de l'enregistrer, on peut dire une demi-heure à 1 heure, le temps de rendre, allez, on va aller jusqu'à 1 heure, mais vous pouvez avoir, quand vous avez ici, par exemple, vous avez 2 bandes. Alors, vous avez une bande qui présente le contrôle pour savoir est-ce que le test est valide ou pas, et la deuxième bande, comme ici c'est un test positif, elle vous dit c'est présence d'antigènes pneumococciques dans le LCR. Attention, parce que ce test, entre parenthèses, il ne faut pas non plus confondre, est également utilisé dans les urines chez l'adulte en cas de pneumonie, mais dans les urines chez les enfants, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'ils sont naturellement porteurs du pneumocoque et donc vous pouvez donner un faux positif. Par contre, à partir du LCR, il trouve tout à fait son indication et c'est vraiment CQFT. Pour les tests moléculaires, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, vous avez en fait deux types de tests moléculaires, ce sont des PCR. Le premier, je vais en parler plus largement, c'est une approche syndromique multiplexe, il y en a maintenant de plus en plus dans le commerce. Alors, l'avantage de ces techniques, c'est quoi? C'est qu'elles sont de pratiques très faciles, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'un personnel hautement qualifié. Après, je vais vous dire aussi leur inconvénient. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'ils ciblent plus de 10
à la fois, donc immédiatement, mais seul, ça ne suffit pas. Alors, l'inconvénient de ces approches syndromiques, c'est que plus vous persistez, en Recording in progress. Alors, une chose importante, parce que toutes les charges médicamenteuses de la méningite bactérienne, c'est l'antibiothérapie. Et on ne peut la faire avec l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Pour le pneumocoque et méningocoque, c'est la résistance. Absolument savoir pour ce faire, elle doit se faire aux concentrations minimale pour le pneumocoque en tout cas, se conserver. Pourquoi? Parce qu'il y a des alertes qui sont données au niveau n'oubliez pas que vous avez affaire à un germe épidémique. Comme ça, et justement, c'est de vous dire quelque chose, c'est que pour les messages à retenir, d'abord, urgence médicale majeure, rôle la confirmation de laboratoire. L'épidémie au Nigeria, c'est une réelle épidémie améningocée, j'en arrive au point que je voulais aborder, mais des cas de méningite à méningocoque ont été signalés. Nous, au niveau de l'Institut Pasteur, au Centre national de référence des méningites bactériennes, on a été donc contactés par nos collègues à l'international avec lesquels on travaille. On nous a donc signalé à l'international en Europe, au niveau du Royaume-Uni, en France notamment, mais également en Arabie Saoudite, l'émergence de cas groupés parfois de méningite à méningocoque W. Pourquoi W? C'est quand ça a été séquencé, le clone ST11 qui a déjà été responsable de l'épidémie en 2000. Juste pour la petite histoire, nous sommes tous habitués à dire que le A a été épidémique pendant très longtemps chez nous, le C sporadique, le B est d'importation. En fait, c'est le revers de la médaille de la prise en charge vaccinale en Algérie et du succès du programme de surveillance des méningites bactériennes, c'est grâce au renforcement de 2018 depuis très très longtemps. Néanmoins, il faut savoir que l'épidémiologie du méningocoque a évolué dans le temps. Il y a des glissements génétiques. Cette notion-là de A est le seul responsable d'épidémie est complètement oubliée. Aujourd'hui, l'OMS reconnaît, même tous les centres internationaux reconnaissent qu'il y a 5, on va les citer, ceux qui peuvent être responsables d'épidémie, c'est le A, qui a un petit peu maintenant disparu par le monde grâce justement à la vaccination, mais il y a également le C
il y a le W et il y a aussi le X que l'on ne doit pas oublier. Pour la petite histoire, chez nous, on a eu un seul cas de X, c'était isolé, un cas sporadique. Donc, s'il vous plaît, cette notion de « ah non, je ne m'inquiète pas parce que c'est du B, je ne m'inquiète pas parce que c'est du W, il n'a pas de potentiel épidémique », c'est une notion, je me permets de vous le dire, à revoir parce que ce glissement génétique entre les souches de méningocoque, on peut voir demain l'apparition d'une touche hyper virulente. C'est comme le groupe C qui actuellement sévit au niveau du Nigeria. C'est un clone qui est hyper virulent et épidémique. Il a eu déjà fait des dégâts au Burkina Faso, il a fait des dégâts au niveau du Niger et j'attire votre attention sur le risque de diffusion transfrontalière qui peut venir du sud. Donc, soyez vraiment très, très vigilants. Et je termine en disant, en vous donnant cette dernière attrape-écran, imprimé-écran de la circulaire qui dénote de la nécessité du sérotypage et du génotypage des souches bactériennes responsables de méningite purulente. C'est pour pouvoir suivre, l'évolution sur le plan séquençage au niveau national, donner les alertes précocement, évaluer le risque qui nous attend et surtout adapter les stratégies vaccinales chez nous avec une surveillance génomique des souches qui sont en circulation. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on en parlera après au niveau des questions ou des débats. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, professeur Talim Ammar, pour toutes ces clarifications, pour la clarté des messages. Je pense que il y a une nécessité de formation, on le sait, on est conscient. Au niveau local, on a un planning normalement, ça va venir, donc il y a un planning qui va se faire et donc il y aura des formations au niveau régional et il y aura aussi des supervisions et n'hésitez pas, s'il vous plaît, si besoin est, d'exprimer vos besoins. Donc, on pourra toujours dépêcher une équipe qui va venir renforcer vos capacités localement si besoin est. Merci beaucoup. Maintenant, on va terminer avec la conduite à tenir devant une méningite bactérienne qui va être donnée par Dr Bekri, la responsable du programme. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour répondre. Donc, saisissez cette occasion, surtout que les experts sont là. Ils sont à l'écoute. Merci beaucoup, Nadia, toi. Merci, Dr Hamadi. Chers experts, chers collègues, bonjour. Donc, après le volet clinique et microbiologique traité par nos professeurs, professeur Smith, professeur Zerouel et professeur Talim, donc on va voir ensemble le volet épidémiologique, c'est la conduite à tenir devant une méningite bactérienne communautaire et riposte à une épidémie de méningite. Donc, la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, notamment les méningites bactériennes communautaires, elle est basée sur la définition de cas. Donc, comme vous le savez, en épidémiologie, on a 3 types de définition du cas. On a les cas suspects. Le cas où n'apparaissent pas, madame, il y a un problème. Les diapositives, ils ne sont pas en train de voir. Vérifiez. Tu le dis, tu vas vérifier. Ils ont envoyé un message, les diapositives, ils ne les voient pas. Je vais la dire. Vous voyez les diapositives? Partage, il n'y a pas. Il n'y a pas partout? Non, il n'y a pas. Ici, je dois voir l'ancien écran. Avec le partage, les Tu reprends, oui. Pas de diapositive. Tu échappes. tu as mis la... Non, mais tu es obligé d'aller dans tout l'écran. Il t'a dit t'as fait. Non, Celui-là. En bas. C'est en bas. C'est ça l'écran. Ensuite, voilà, partage. Voilà. Et on partage la présentation. La présentation. Tu dois passer. C'est quelle. Vous êtes en train de voir. Non, c'est resté bloqué sur l'enfant. C'est ça.
Et là, c'est bon? Ça marche comme ça? Moi, je le vois. Ça marche? Moi, je le vois ici. Ah, ça. Ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça ici. C'est bon? C'est bon. C'est bon, ça y est. Allez, merci. Donc, on continue. Je disais que la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, notamment les méningites bactériennes communautaires, elle est basée sur la définition du cas. Donc, en épidémiologie, on parle du cas suspect, du cas probable et du cas confirmé. Pour les cas suspects, chez le nourrisson âgé de plus de 3 mois, donc, on dit que le cas il est suspect si le nourrisson présente une fièvre associée à l'un des signes suivants, tels que le bombement de la fontanelle, hypotonie de la nuque, convulsions, gastro-entérite aiguë, troubles de comportement tels que le refus de téter, pleurs incessants et l'excitabilité. Chez le grand enfant et l'adulte, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale et présentant au moins un des signes suivants: céphalée, vomissement, photophobie, raideur de la nuque, éruption cutanée évoquant un purpura et opitéchie et altération de l'état de conscience. Sans oublier chez le sujet, un cas particulier chez le sujet âgé, donc c'est dans un contexte fébrile, il y a des signes psychiques. Pour le cas probable, c'est tout cas suspect avec au moins l'un des signes suivants, donc un liquide cérébrospinal d'aspect trouble ou purulent, des leucocytes supérieurs à 10 éléments par millimètre cube, et chez le nourrisson, c'est supérieur à 100 éléments. 100 éléments. Présence d'une bactérie au gramme, des tests antigéniques positifs et protéinorachie. Pour les cas confirmés, c'est tout cas suspect ou probable, confirmé au laboratoire par culture ou par PCR, ou tout autre dans le liquide cérébrospinal, le sang, la biopsie cutanée, ou bien tout autre liquide biologique normalement stérile. Pour la notification, donc pour la notification des cas, donc la notification des cas de méningite bactérienne communautaire, elle est obligatoire. C'est un acte médical. Donc, la notification ou bien la déclaration, elle doit se faire par le médecin traitant et le responsable du laboratoire vers le service d'épidémiologie et de médecine préventive. Et à son tour, le CEMEP va faire la déclaration simultanément à la direction de la santé de la population de sa wilaya, à la direction générale de la promotion de la prévention, à la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé du ministère de la Santé et à l'Institut national de santé publique. Et cette notification, elle se fait conformément à la législation actuellement en rigueur, telle qu'on a l'arrêté de 17 novembre 1990 fixant les modalités de notification, la circulaire du 17 novembre 1990 relative au système de surveillance des maladies transmissibles et le décret exécutif du 30 juin 2022 fixant la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire. Donc, la déclaration des cas de méningite bactérienne, elle doit être quotidienne en période épidémique et elle doit être hebdomadaire en dehors de l'épidémie. La déclaration, on insiste ici sur la déclaration du 0 cas. Donc, c'est une déclaration qui est obligatoire, quelle que soit la situation épidémiologique. Donc, pour le sérotypage et génotypage des souches, elle a bien détaillé le professeur Talim Ahmad. Donc, vous avez vu l'intérêt de notifier, de déclarer ou bien d'adresser à l'Institut Pasteur les souches bactériennes isolées du cas de méningite. Voilà, donc c'est pour le sérotypage concernant le Streptococcus pneumonia et l'Haemophilus influenza, et pour le génotypage, c'est le Neisseria meningitidis.
L'investigation épidémiologique, donc l'investigation du cas, elle doit être initiée par le service d'épidémiologie de l'établissement d'hospitalisation et puis sera complétée par le CEMEP de l'EPSP territorialement compétent. Elle se fait sur la base de fiches d'enquête en recueillant l'information auprès du médecin déclarant, donc soit le médecin traitant ou bien le responsable du laboratoire. Elle se fait auprès du patient, de sa famille et de ses proches. Maintenant, conduite à tenir des cocoques, la méningite et la caractère potentiellement épidémique. Donc, la prophylaxie devant un cas d'infection à méningocoque se fait par la chimioprophylaxie et ou la vaccination. Elle concerne les sujets contacts suivants. On a les personnes vivant sur le même toit que le malade, les personnes ayant dormi dans la même pièce que le malade dans les 10 jours précédant la date d'apparition des signes cliniques d'hospitalisation, une personne exposée aux sécrétions oropharyngées du malade dans les 10 jours précédant la date d'apparition des signes cliniques ou d'hospitalisation, les personnes vivant en collectivité avec le malade, donc telles que les crèches, établissements scolaires, internats et prisons, d'autres contacts étroits et répétés avec le cas dans les 10 jours précédant la date d'apparition des signes cliniques ou l'hospitalisation du malade. Donc, pour la chimioprophylaxie, son but est d'éliminer le portage nasopharyngé et de prévenir l'apparition de la maladie. Elle concerne le patient lui-même et les sujets contacts. Donc, cette chimioprophylaxie, elle doit être entamée le plus rapidement possible sans dépasser les 10 jours. Donc, elle a été introduite par le professeur Smith. Donc, en première intention, on a la rifampicine par voie orale, donc à raison de 600 mg 2 fois par jour pendant 2 jours chez l'adulte et à raison de 10 mg par kilo 2 fois par jour pendant 2 jours chez l'enfant. En deuxième intention, on a l'azithromycine par voie orale, donc à raison d'un comprimé de 500 mg et à raison de 10 mg par kilo en prise unique chez l'enfant. En alternative, on a la spiramycine par voie orale, donc 3 millions d'unités internationales 2 fois par jour pendant 5 jours chez l'adulte et 75 000 unités internationales par kilo 2 fois par jour pendant 5 jours chez l'enfant. Pour la vaccination anti-méningococcique, donc la vaccination, elle permet d'éviter la propagation de la souche pathogène parmi les sujets contacts. Son but est d'arrêter la transmission de la maladie et d'endiguer l'épidémie dans les 2 semaines qui suivent sa survenue. Le vaccin utilisé est le vaccin polysaccharidique conjugué tétravalent, c'est le ACYW135. Sa protection prend effet à partir du 10e jour. Donc, la vaccination... Il faut dire qu'il est disponible si besoin. Voilà, donc le vaccin, il est disponible à l'EPA. C'est pour s'approvisionner, voilà. La vaccination, donc, doit être entreprise devant un cas suspect de méningite à méningocoque ou à germe indéterminé, en cas d'épidémie et devant un cas confirmé d'infection invasive à méningocoque. Donc, devant un cas suspect de méningite à méningocoque ou à germe indéterminé, donc normalement, la vaccination doit se faire donc, en cas d'isolement de méningite à méningocoque, mais malheureusement, la plupart, donc, au niveau de nos hôpitaux, il y a un problème d'isolement de méningocoque. Donc, la plupart des déclarations qu'on reçoit, c'est à germe indéterminé. Donc, on a jugé utile de les classer comme méningite à méningococcique pour éviter le risque d'épidémie. Donc, dans les établissements scolaires, la vaccination, elle doit concerner toute la classe s'il y a apparition d'un cas. La vaccination doit concerner tout l'établissement s'il y a apparition d'un deuxième cas, rapproché dans le temps au premier cas, dans la même classe ou dans une autre classe. La vaccination dans les collectivités fermées et les collectivités organisées, elle doit concerner donc toute la collectivité s'il y a apparition d'un cas. En cas d'épidémie, donc dès le début, donc la vaccination elle doit être entreprise dès le début de l'épidémie. Elle concerne la population soumise à risque, y compris le personnel de santé. Et devant un cas confirmé d'infection invasive à méningocoque,
Donc, dans le cas de signalement tardif, la vaccination du cas confirmé, elle peut être envisagée jusqu'à 3 mois après le diagnostic. Là, donc, on va voir la détection de l'émergence d'une épidémie de méningite à méningocoque. Donc, on ne se trouve pas dans la circulaire. Donc, la détection précoce d'une épidémie consiste à déterminer le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte... Il se trouve dans le guide. Oui, oui, bien sûr, elle se trouve donc, dans le guide de méningite. Donc, la mise en place d'un système d'alerte précoce, la surveillance des incidences hebdomadaires des méningites bactériennes permet de déterminer le seuil d'alerte spécifique qui correspond donc, au niveau local à l'apparition d'un cas de méningite à méningocoque si 0 cas a été enregistré auparavant, d'où l'intérêt donc, de déclaration de 0 cas. Donc, le seuil d'alerte est atteint s'il y a doublement de l'apparition de cas sur 3 semaines consécutives. Et dans le cas où les épidémies de méningite sont inhabituelles, il est nécessaire d'établir ou de calculer le taux d'attaque hebdomadaire et de le comparer à celui des 2 semaines précédentes ou à celui de la même semaine des 5 dernières années ou à défaut les 3 dernières années en dehors des années épidémiques. En cas de doublement de ce taux d'attaque, donc le seuil d'alerte est atteint. Au niveau intermédiaire, donc une wilaya elle est en alerte si au moins un des territoires de la wilaya atteint le seuil d'alerte. Au niveau central, donc, le niveau central est mis en alerte si une wilaya a atteint le seuil d'alerte. La confirmation et déclaration d'une épidémie de méningite à méningocoque. Donc, seul un système d'alerte précoce permet de détecter rapidement une épidémie. Ce système repose sur le diagnostic du cas, la déclaration obligatoire conformément à la réglementation actuellement en vigueur, la collecte et la transmission de l'information par le CEMEP territorialement compétent. Et durant les périodes épidémiques, les déclarations doivent être quotidiennes par le moyen le plus rapide. Un point de situation est fait quotidiennement, basé sur l'analyse et l'interprétation des données à tous les niveaux. Et durant les périodes interépidémiques, on répète donc que la déclaration hebdomadaire régulière des cas de méningite est essentielle et le laboratoire doit obligatoirement déclarer la confirmation des cas au CEMEP. Et nous rappelons juste ce qu'elle a dit, le professeur Talim Ammar, il y a le risque, puisqu'il y a la circulation donc, des souches de méningocoque. Donc, c'est juste pour les voyageurs, les pèlerins ou bien les gens qui reviennent de Umrah. Donc, il faut faire très attention pour les médecins du CEMEP. Il faut faire attention, il faut y penser au cas de méningite. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Bekri. Je pense que là, il n'y a pas de changement en réalité en matière de riposte. Donc, la riposte, c'est la même, c'est la première riposte qui existe depuis. C'est juste par rapport à ce glissement éventuellement et par rapport à la conduite à tenir où il y a eu des petites modifications. Je ne sais pas, docteur Zebo, vous voulez rajouter quelque chose? Quelques petites choses qui ont déjà été dites par notre ami Bekri. Peut-être pas. Oui, d'insister ou de mettre un peu plus l'accent parce que c'est important. Et puis, on va répondre à vos questions. Là, je pense qu'il y a eu des questions. On va répondre à ces questions. En fait, ce que je voulais ajouter, excusez ma voix déjà, ce que je voulais ajouter, c'est que le plus gros, du point de vue épidémiologique, du point de vue prévention, le plus important pour nous, c'est surveiller toutes les maladies à déclaration obligatoire en général. Et dans ce cas-là, les méningites bactériennes purulentes communautaires. Si vous ne surveillez pas, l'importance de la surveillance est primordiale en fait. Si vous ne surveillez pas au niveau de votre service d'épidémiologie et de médecine préventive de base, si vous ne surveillez pas vos maladies, vous ne saurez jamais quand est-ce que vous avez atteint le seuil d'alerte.
c'est au niveau du seuil d'alerte qu'il faut agir. Et c'est comme ça qu'on a pu endiguer pratiquement toutes les épidémies, les étouffer dans l'œuf depuis 1998. À ce jour, nous n'en avons plus rencontré pratiquement. Donc, si chacun de nous, épidémiologistes, médecins de CEMEP, quelle que soit votre spécialité, faites attention à toutes ces maladies à expression épidémique en général, la méningite bactérienne communautaire, les méningites, pardon, bactériennes virulentes communautaires en particulier, pour pouvoir agir au bon moment. C'est facile. Il y a un cas de méningite suspect, probable ou confirmé. Le clinicien et le labo devraient déclarer, parce que la déclaration est obligatoire et il y a même des sanctions par rapport à cette défection à la déclaration. Bon, on n'en parle pas pour le moment, mais bon, il faut savoir que c'est un acte, je ne sais pas, je dirais héroïque de le faire à tout bout de champ. À chaque fois qu'une MDO est là, il faut la déclarer. Surtout celles qui sont, enfin elles le sont toutes, mais elles sont toutes importantes, mais surtout celles qui sont susceptibles de donner des épidémies. Donc, pour éviter toutes les catastrophes, éviter les décès des enfants, éviter les complications neurosensorielles, éviter les arriérations mentales, éviter tout ce qui pourrait, tous les dégâts qui pourrait avoir un enfant dans sa vie. Donc, je pense que pour réagir très vite, d'abord le clinicien devrait faire son diagnostic, le laboratoire devrait faire son diagnostic bactériologique, ces deux-là devraient déclarer cette maladie, mais au CEMEP de réagir illico presto. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne, on vous dit il y a un cas de méningite, vous vous déplacez. Merci mes amis. Déplacez-vous vers l'hôpital. Parce qu'il y a des hôpitaux, par exemple, où il n'y a pas de CEMEP. Il y a des EHS où il n'y a pas de CEMEP. Donc, si vous attendez que le CEMEP commence l'enquête et que vous la terminiez, vous attendrez très longtemps. Donc, déplacez-vous, c'est ce qu'on faisait, nous. On se déplaçait. Personnellement, je me déplace en cours. Je suis au niveau d'un EHS qui a peut-être, entre guillemets, la chance d'avoir un CEMEP, mais ce qui n'est pas le cas partout. Faites-le, déplacez-vous, faites votre enquête, allez sur le terrain, allez dans la famille, regardez dans quelles conditions vivent les gens. Parce que la conduite à tenir, en fait, elle change d'un cas à un autre. La vaccination, par exemple, l'indication de la vaccination peut être décidée par l'équipe CEMEP parce qu'en se déplaçant chez la personne, il y a des choses qui attirent l'attention du CEMEP et qui poussent l'équipe à vacciner alors qu'on n'a pas donné cette indication c'est au cas par cas. Travaillez. Faites votre travail sur le terrain, s'il vous plaît, les épidémiologistes et les médecins de terrain. Moi, c'est à vous que je parle. Et je demanderai à nos cliniciens, nos collègues cliniciens, de nous contacter et de nous donner toutes les facilités pour pouvoir agir au bon moment. Parce que eux, de toutes les façons, ils ont déjà agi. Le malade n'est pas le problème ici, c'est l'entourage du malade. Il faut éviter et étouffer dans l'œuf une épidémie si elle commence à éclore. Voilà, c'est tout ce que je voulais. J'attends vos questions si vous avez d'autres questions et je me ferai un plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Voilà, merci. Et juste rajouter quelque chose. Bonjour tout le monde. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Dr Zebouch. Il faut savoir qu'on est actuellement en situation particulière. Alors, au niveau de la région de l'extrême sud algérien, on a enregistré des cas de méningite à méningocoque de sérogroupe C qui proviennent des pays voisins qui sont frontaliers avec notre pays. Donc, là, on est obligé d'être très, 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 très vigilant. Donc, il faut savoir aussi que nous avons des réfugiés qui se déplacent dans
toutes les wilayas du pays. Donc, quand on a une suspicion d'un cas, la déclaration doit être très rapide, c'est-à-dire tout doit se faire en même temps. On déclare, on cherche à confirmer le cas, on prend en charge le cas, mais en même temps, on investigue. Il faut savoir que l'investigation autour du cas, dans cette situation qui est assez particulière, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas trouver des personnes avec des adresses fixes. Donc, l'interrogatoire doit être minutieux. C'est des personnes souvent qui n'ont pas de papier officiel sur eux. Ils vont peut-être vous donner une identité X qui ne leur correspond peut-être pas. Il faut être patient pour faire une enquête rigoureuse. Si on veut détecter tous les cas et avoir cerner le problème et ne pas diffuser la maladie d'une façon très rapide, on doit être vraiment, vraiment très vigilant. J'insiste parce que il faut savoir qu'ils se déplacent très facilement. Ils vont d'une wilaya à une autre. Là, on a enregistré des cas au niveau du sud, mais il y a des cas au niveau de la wilaya d'Alger. Donc, il faut, j'insiste énormément parce que la maladie, il y a des porteurs sains, il faut qu'on les trouve et il faut qu'on les mette sous traitement. Donc, c'est vraiment ça. Et déclarer. La déclaration des maladies transmissibles et notamment un potentiel épidémique est primordiale. Si vous voulez qu'on agisse rapidement, la déclaration doit être immédiate parce que vous avez vu, si on veut mettre en place une alerte au niveau national, si on n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau des wilayas, on ne peut pas le faire. Donc, si vous voulez qu'il y ait une aide à votre niveau, là, les wilayas du Sud, parfois, ils demandent une aide technique. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas les aider. Donc, là aussi, il faut savoir que si vous avez des cas dans une école, il faut que vous ayez du vaccin, il faut que vous ayez des antibiotiques. Donc, il faut qu'on se tienne toujours prêt et c'est obligatoire. Merci, docteur Bouroufella. Merci, docteur Zebouj. C'est juste, je pense qu'il y a des questions. Donc, la question sur la vaccination, professeur Kalim Ammar, vous venez répondre. Et je pense qu'il y a d'autres questions sur la prise en charge. Alors, concernant la vaccination anti-méningocoxique, alors il y a une question dans le chat qui dit est-ce qu'il faut vacciner les professionnels de la santé en dehors ou pendant l'épidémie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination anti-méningocoxique pour les professionnels de laboratoire d'abord, elle devrait être obligatoire. D'ailleurs, elle figure dans la circulaire de 2023. Maintenant, pour le reste des professionnels de la santé, elle est fortement recommandée, mais en situation épidémique, elle devrait obligatoirement se faire pour protéger les soignants et éviter qu'il n'y ait des cas parmi les soignants, c'est-à-dire qu'il y ait une contamination croisée à partir des patients que vous recevez. Maintenant, le vaccin qui est disponible chez nous au jour d'aujourd'hui, c'est le vaccin conjugué, le ACYW. Donc, celui-là, je rappelle juste que le vaccin que nous avons protège pour une durée quand même de 5 ans. Donc, c'est une seule injection et faire les rappels nécessaires. Voilà pour la vaccination. La question.
La question des pétroles, non. La méningite décapitée, il y a eu une prise d'antibiotiques. Quel antibiotique? Les antibiotiques qui traversent la barrière méningée. Bactérienne. Donc, il y a l'antibiotique qui traverse sa posologie, sa voie d'administration. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le tableau clinique. Dans une méningite qui n'est pas décapitée dans le foyer, il n'y a pas de signe d'orientation vers une bactérie. Donc, si mon malade vient et il a un état général conservé, pas de signe de focalisation, pas de signe d'orientation vers une bactérie. Et lorsque, je suis sûre que c'est par rapport à votre PL que vous êtes en train de parler, parce qu'il n'y a pas qu'une PL, je dis toujours qu'un malade, c'est un faisceau d'arguments. Il y a les arguments épidémiologiques, il y a les arguments cliniques et il y a les arguments paracliniques. Donc, si mon malade a un état général qui est conservé, si mon malade n'a pas de signe de focalisation, si le début, il est de 24 heures et j'ai ma PL qui est panachée, donc c'est une décapitée, c'est ça une panachée. D'abord, elle est panachée, c'est-à-dire j'ai des lymphocytes, j'ai des PNA, j'ai des PNA, mon albuminorachie n'est pas élevé, donc ce n'est pas le cas pour une bactérienne. Et puis, sachez que au début, dans une virale, je peux avoir tous ces éléments. Ensuite, 24 heures après, j'ai que des lymphocytes. Donc, c'est un faisceau d'arguments qui font que c'est une méningite bactérienne décapitée, parce qu'on ne peut pas étiqueter un malade d'une méningite bactérienne alors que c'est une méningite virale. Donc, c'est voir le malade, l'examiner, faire l'histoire de la maladie, rechercher une notion épidémiologique. C'est clair, si j'ai un parent qui est hospitalisé pour une MCS, c'est normal que ça va être il a une méningite virale. Donc, c'est important. Là, est-ce que j'ai répondu à la décapitée? Donc, par rapport à la corticothérapie, je n'en ai pas parlé pour les corticoïdes, parce qu'ils sont dans la circulaire, ils sont dans le guide. Donc, les corticoïdes, il est préférable dans les méningites bactériennes de les commencer avant la première dose de l'antibiotique. Si on n'arrive pas, on les met en même temps que la première dose. Si on n'arrive pas, on peut les donner 12 heures après. Là, on l'a dit aussi dans la circulaire, elle y est dans le guide. Ce qui a changé par rapport aux corticoïdes, qu'on ne donnait pas pour la MCS, pour la méningite à méningo, maintenant, on donne les corticoïdes dans la méningite chez l'adulte. Donc, pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, on donne une association de corticoïdes. Voilà, j'ai répondu par rapport aux corticoïdes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Vaccination et corticoïdes et prophylaxie. Oui, bien sûr, bien. Il y a des questions. Tu vas intervenir? Non, je crois qu'elle a dit. J'ai juste insisté par rapport à quelque chose. Madame Smith, elle a répondu par rapport à la méningite décapitée. En fait, c'est pour attirer l'attention. C'est vrai que le laboratoire, c'est lui qui va nous faire l'analyse, mais à nous de regarder de près l'analyse du LCS qu'on va recevoir. Ça veut dire, chaque fois qu'on a un enfant suspect de méningite, même s'il a reçu des antibiotiques, ça risque de décapiter, effectivement. Il faut rester vigilant. Et Mme Smith nous a très bien donné les situations qui peuvent engendrer ce cas-là de méningite décapitée. Mais d'abord, lorsqu'on prélève, on doit regarder l'aspect. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est trouble? Est-ce qu'il est… etc. Parce que ça peut nous orienter vers une origine bactérienne, probablement s'il est purulent. Deuxièmement, dès qu'on a le LCS, il faut insister, il faut l'avoir rapidement. La méningite est une urgence de diagnostic et thérapeutique. Maintenant, dès que je fais la PL, je dois rapidement
donner un traitement à cet enfant, et ça veut dire que je dois récupérer le plus tôt possible cet examen. Il ne faut pas le laisser au laboratoire. Parce que malheureusement, moi je vous dis ça c'est la vraie vie. On fait nos PL, on les envoie, on se... Non, 1 heure, c'est un temps qui peut coûter beaucoup de choses à l'enfant. Et lorsque vous avez votre PL, lorsque vous avez votre analyse, vous allez regarder les leucocytes, le nombre de leucocytes. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus de 10 éléments ou pas? C'est que ce soit le nourrissant ou le grand enfant, c'est plus de 10 éléments par millimètre cube, on peut parler de méningite. Après, on va se poser la question, est-elle bactérienne, est-elle virale? Je vais regarder la nature de ces éléments. Est-ce que c'est des lymphocytes? Est-ce que c'est des polynucléaires neutrophiles? Mais le danger, c'est cette méningite décapitée. Si je sais qu'il a pris déjà des antibiotiques pendant quelques jours, que l'état n'est pas bon, il faut peut-être pencher vers la méningite bactérienne qui est décapitée, et de toutes les façons, le laboratoire nous aide s'il y a un examen direct qui va nous donner. Alors, par rapport aux polynucléaires neutrophiles, lorsque je les regarde, est-ce qu'ils sont altérés ou pas? C'est une guerre. C'est une guerre entre les bactéries et les moyens de défense. C'est pour ça que ça va être des polynucléaires neutrophiles le plus souvent altérés. Mais attention, on a dit au début, ça peut ne pas être altéré. Mais faites attention. Si vous voyez déjà, vous avez beaucoup d'éléments, enfin une leucorachie qui est importante, plus de 10 éléments. S'il y a des PN altérés, ça c'est égal. Je dirais égal méningite bactérienne. Après, je dois regarder, comme elle l'a dit très bien Madame Talim Ahmad, la biochimie, c'est-à-dire l'albuminorachie et la glycorachie. L'albuminorachie, c'est l'inflammation. Alors, plus l'albuminorachie est élevée, ça va m'orienter. Quel est le germe qui est très, très inflammatoire? C'est le pneumocoque. Mais enfin, je regarde, je dis, c'est une albuminorachie qui dépasse les 0,5 grammes par litre, quelque chose comme ça, et je vais dire, il y a une hyperalbuminorachie. Quant à la glycorachie, ça doit être analysé en fonction de la glycémie. On va se rappeler encore, comme les êtres humains qui aiment le sucre, les bactéries aiment le sucre. Mais c'est celui qui bouffe beaucoup plus, c'est le bêta. Vous avez une glycorachie qui est basse, ça fait bactérienne. Vous avez une glycorachie effondrée, est-ce que ce n'est pas le bêta? Voilà les... Quant à la corticothérapie, effectivement, ça pose problème. C'est une excellente question parce que c'est toujours des discussions, c'est toujours des controverses. Lorsqu'elle est utilisée, c'est un peu pour réduire le phénomène inflammatoire et protéger contre les complications sensorielles ou encéphaliques, etc. C'est pour ça qu'on préfère mettre la corticothérapie, et si on la met, c'est le plus tôt possible, avant de commencer l'antibiotique. Et encore une fois, s'il vous plaît, la méningite est une urgence thérapeutique. Ça veut dire, si je fais mon prélèvement, que j'ai des éléments qui me disent ça, probablement c'est une méningite, probablement c'est tel ou tel germe, ou je suis dans le doute, je n'ai aucune information pour me dire que c'est tel ou tel germe, je commence l'antibiothérapie en attendant d'avoir les résultats et je corrige la situation par la suite en fonction des résultats, parce que la première prise d'antibiotiques, elle est capitale et elle est vitale. C'est elle qui va, dès que vous commencez à attaquer, ça veut dire que vous allez avoir un meilleur résultat et vous allez avoir un pronostic meilleur. Et juste rajouter quelque chose. Merci. Donc, je vais juste rajouter quelque chose. Il arrive parfois où vous avez un malade qui vient avec un syndrome méningé, qui soit fonctionnel, qui soit physique. Vous avez un contexte fébrile. Vous n'avez pas de diagnostic et vous êtes obligé de faire l'APL. Il vous arrive parfois que lorsque vous faites l'APL est normale. Mais vous avez quand même cette forte présomption qu'il s'agisse d'une méningite. Mettez votre malade en observation et ayez le courage de refaire cette ponction lombaire. Parce qu'au bout de quelques heures, parfois 2 heures, 3 heures, on peut avoir un LCS qui devient purulent. Donc, il faut toujours faire attention. Si vous avez cliniquement et sur le plan épidémiologique, vous pensez que c'est une méningite, ne libérez pas le malade. Refaites, laissez-le en salle d'observation. Vous avez des hôpitaux, des services de jour. Donc, mettez-le en observation et refaites au bout d'1 heure ou de 2 heures. Il nous est arrivé d'avoir un LCS qui était clair. Au bout de 2 heures, il est devenu purulent.
Et là aussi, n'oubliez pas d'utiliser le sang. Faites des hémocultures, c'est important. Votre LCS, vous avez fait un LCS, vous faites une hémoculture et vous attendez. Vous revoyez votre malade au bout d'1 heure, de 2 heures, refaites la ponction. Nous avons eu des surprises de cette manière, même par rapport aux méningites qui sont graves, bien qu'elles soient virales, les méningoencéphalites herpétiques. On a eu des enfants qui sont venus en marchant. Il y a eu quelques éléments et il y a eu 15 éléments. Albumine normale, il y avait du sang dans le LCS. On se dit que c'est traumatique. Ce n'est pas traumatique. Ça veut dire que ça saigne en haut. Et si ça saigne en haut, ça veut dire que c'est de l'herpès. Ne libérez pas ces malades parce qu'après, ils reviennent. Et on a eu des malades qui sont revenus légumes. Je dis bien légumes, avec une perte de toutes les acquisitions de ces enfants. Donc, faites attention. Ne libérez pas les enfants. Ne libérez pas les adultes non plus. On a eu des adultes qui sont venus, on a pensé à une méningite, on les a envoyés faire un scanner, c'était du purpura, c'était un méningo, ils se sont retrouvés en réanimation. Donc, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Si vous pensez que c'est une bactérienne, mettez votre dose d'antibiotiques, faites votre hémoculture et envoyez faire un scanner. Ce n'est pas un problème, mais au moins, il y a eu l'hémoculture, il y a eu la première dose d'antibiotiques et vous envoyez votre malade pour faire votre scanner. Donc, n'hésitez pas à faire vos hémos, à faire votre première dose et envoyer ensuite votre malade faire votre scanner. Voilà ce que je devais rajouter aussi. C'est pour rester dans la clinique. Oui. Je vais enchaîner avec ce qu'elle vient de dire Madame Smith. Merci Madame Smith pour toutes ces très belles remarques. Franchement, je pense que ça va vous aider. Alors, s'il vous plaît, je parle particulièrement de l'enfant. Quand vous recevez un enfant, c'est vrai, on a parlé de la déclaration, etc., mais on a un rôle quand même dans la prévention. Ne pas avoir du tout cette méningite. Comment ne pas avoir du tout cette méningite? C'est votre vaccination. Particulièrement, je vais parler de l'hémophilus. L'hémophilus. Moi, quand j'étais résidente, c'était des tonnes de cas de méningite à hémophilus, mais grâce à la vaccination, franchement, on les voit, mais très rarement. Mais on les voit chez qui? Chez les enfants qui ne sont pas vaccinés. Ça veut dire, lorsque vous recevez votre enfant, demandez le carnet de santé, regardez le calendrier vaccinal. Est-ce qu'il est à jour ou pas? Est-ce qu'il est à jour de ses vaccinations ou pas? Parce que malheureusement, voilà, regardez tout ce qu'on fait, l'APL, on va faire comment qu'on appelle le traitement, la prise en charge très, très lourde, mais on ne regarde pas le carnet de vaccination. Donc, demandez, surtout que c'est des enfants qui vont être hospitalisés. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas de carnet de vaccination. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas de carnet de vaccination. Si elle n'a pas sur elle, elle le ramènera et on vérifie le calendrier vaccinal. Est-ce qu'ils ont reçu tout ce qui doit être reçu par rapport à l'âge, bien sûr, de l'enfant? Alors, la deuxième chose, restons cliniciens, restons prudents. La médecine, c'est rester sage et prudent. Lorsque vous recevez un enfant qui est fébrile, quand vous l'examinez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de le déshabiller un peu. Parce que malheureusement, on l'examine et on ne regarde pas. Quand je disais tout à l'heure l'inspection, on ne déshabille pas l'enfant. Comment vous allez voir ce purpura si vous ne l'avez pas déshabillé? N'oubliez pas d'enlever les chaussettes. Tout commence au niveau des pieds. S'il a ses chaussettes et qu'on l'a examiné avec ses chaussettes, son pantalon, on risque de passer à côté de ce purpura qui va être fulminant. Parce que l'enfant, après, il va rentrer chez lui, mais il va revenir peut-être même pas dans 1 heure, dans un tableau, avec une peau qui est noire. C'est vraiment l'évolution foudroyante. Alors, si vous avez fait l'examen clinique correctement au début, vous l'avez déshabillé, vous avez regardé le tronc, les membres, des pieds, on va se rendre compte qu'il y a un purpura et on va commencer rapidement les choses. On ne va pas lui dire il a une pharyngite, il peut rentrer chez lui. Attention. Voilà ce que je voulais dire, parce que ça, c'est des cas qu'on a vécu, malheureusement, c'est des situations qu'on a vécues. On les a vécues un jour, il ne faut pas qu'on les revoie encore une fois. Et ça va se faire et on va éviter de rater un diagnostic grâce à un examen clinique minutieux. L'examen clinique, j'insiste sur l'examen clinique.
En dehors des signes méningiques, vous connaissez cet enfant parce que le nourrisson, il est mou, il est irritable, il a cette fontanelle qui est bombante, qui est non battante en dehors des cris, etc. Ça, c'est clair, ça veut dire la méningite. Mais parfois, il est fébrile tout simplement. Et quand vous le déshabillez, vous allez voir qu'il y a un purpura. Et ça va vous attirer rapidement l'attention vers la méningite. De toutes les façons, on nous a enseigné. C'est ce qu'on nous a enseigné, les infectiologues, et on continue à le faire. Un purpura fébrile est une méningococcémie ou un méningo, juste la preuve du contraire. Et on continue à retenir cette leçon qui, quand même, a sauvé, cette formule a sauvé beaucoup d'enfants. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On n'exagère pas. Je rejoins les collègues avec 3 messages importants. Pour le diagnostic, les cliniciens, j'ai vu il y avait des questions dans le chat qui se plaignaient un petit peu du manque de diagnostic. Moi, je vous dis, réclamez vos résultats, ce que vous envoyez comme échantillon au laboratoire, que ce soit au niveau du laboratoire de la structure, au niveau du laboratoire, on va dire, périphérique, national, tout ce que vous voulez, centre national de référence, là où vous voulez, quelle que soit la structure, réclamez vos résultats, c'est très important. Deuxièmement, concernant la chimioprophylaxie, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Alors, certains se posent la question, il y avait une question en particulier en disant pourquoi ne pas être prudent, aller prudemment avec la rifampicine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de par le monde, l'artine pour la chimioprophylaxie antiméningocoxique reste quand même l'antibiotique de choix en raison de fusion et surtout des délais de stérilisation. Ce qu'on attend en fait de la chimioprophylaxie, c'est stériliser toute la sphère orale. En fait, c'est surtout l'oropharynx, c'est le stériliser et c'est la meilleure molécule antibiotique qui peut donner de très bonnes concentrations. Néanmoins, dans les recommandations nationales, nous avons mis en première intention la rifampicine, en deuxième intention l'azithromycine, et en alternative, la spira. Vous allez dire pourquoi être passé en deuxième intention à l'azithro. Azithromycine, spiramycine, c'est spectre d'activité identique, même famille d'antibiotiques, ça n'entraîne pas un surcoût, d'accord, surtout avec les molécules génériques qui sont quand même disponibles chez nous. L'avantage avec la spira, c'est que vous avez quand même une prise unique. Pardon, excusez-moi, je m'excuse, je corrige. Je parlais bien de l'azithromycine, c'est que vous avez une prise unique, alors que pour la spiramycine, c'est quand même 5 jours. Et on sait très bien que l'observe de la chimioprophylaxie 5 jours est difficile avec la taille des comprimés, etc. Ce n'est pas, l'observance n'est pas faite. Alors, il y a aussi un autre volet, celui de la femme enceinte. Donc, c'est vrai que peut-être pour la rifampicine, mais vous avez quand même l'azithromycine en prise unique. Un autre élément, certains se posent des questions, et je sais que sur le terrain, beaucoup personnellement, j'ai vu beaucoup de collègues aller directement vers la ciprofloxacine, qui ailleurs, dans d'autres pays, est indiquée. Chez nous, elle n'est pas recommandée du tout. Je vais vous donner pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé les experts à ne pas la recommander? Parce que tout simplement, nous sommes un pays à forte prévalence de résistance à la ciprofloxacine chez les entérobactéries. Et souvenez-vous qu'en donnant une chimioprophylaxie, vous allez cibler, oui, le méningocoque pour la stérilisation, mais vous allez toucher à la flore et au microbiote. Et donc, c'est vraiment un facteur d'émergence de résistance aux antibiotiques pour les autres espèces bactériennes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et devant l'arsenal thérapeutique que nous avons pour toutes les autres infections, autant aller vers des antibiotiques qui ont de bonnes propriétés pharmacocinétiques et qui agissent sur le méningocoque concernant la stérilisation. Ça, c'est ce qui concerne en fait la chimioprophylaxie. Donc, on a réduit les délais et on a joué sur un petit peu les propriétés pharmacocinétiques et c'est ce qui est fait. D'ailleurs, je vais vous dire, nous sommes restés le seul pays dans toutes les recommandations internationales, plus aucun pays au monde n'utilise la spiramycine actuellement. Pour ce qui est de la vaccination, il y avait une question dans le chat qui a posé la question, est-ce qu'on peut vacciner les femmes enceintes? Je rappelle que le vaccin qui est utilisé est un vaccin, j'allais dire conjugué, basé sur la capsule du méningocoque. Donc, ce n'est pas un vaccin vivant. Il reste tout à fait indiqué chez la femme enceinte, sans aucun problème. Les durées de protection, les questions reviennent. J'avais dit 5 ans, oui, pour ce qui est disponible actuellement, mais il y a aussi des vaccins qui peuvent couvrir pour une durée de 3 ans. Néanmoins, c'est une prise unique. De toutes les façons,
Quand vous allez entamer votre protocole de vaccination ou bien vous-même prescrire cette vaccination, vous verrez le type de vaccin qui sera à votre disposition. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr que ça va être un vaccin conjugué, capsulaire conjugué, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire polysaccharidique conjugué? Il cible la capsule du méningocoque, d'accord? Il vise les 4 capsules, le A, le C, le Y, le W, et il est conjugué à une protéine. Et les vaccins conjugués ont prouvé leur efficacité et leur, j'allais dire, innocuité de par le monde. C'est des vaccins qui sont très, très sûrs. Ce ne sont pas des vaccins vivants. D'un autre côté, une autre question est revenue, une observation dans le chat que j'ai lu, qui est celle de la vaccination des personnes qui vont à l'Amra. Il est vrai, et ça, il faut peut-être qu'on attire l'attention, qu'au jour d'aujourd'hui, seules les personnes qui vont au Hajj sont concernées par la vaccination anti-méningotoxique. Moi, je discute avec mes collègues ici présents, avec le Dr Hamedi, peut-être qu'il faudrait lancer une réflexion pour élargir cette recommandation, même aux personnes qui vont vers l'Umrah, d'autant plus qu'on sait très bien que l'Umrah de Ramadan, elle fait appel à parfois beaucoup plus de personnes que le Hajj. Et c'est pratiquement en termes d'effectifs. Dr Zebouj, oui. Ceci dit, oui. Pour la Ramadan, ça a été dit en 1998. Oui, en 98, ça on l'avait dit, mais il faut peut-être aujourd'hui, je le rappeler, d'autant plus que l'alerte que nous avons vue, je me permets de donner juste un petit détail technique pour vous montrer un petit peu l'importance de la surveillance des souches en circulation sur ce fameux méningo-W, pour lequel il y a eu quelques cas qui ont été donc confirmés au Royaume-Uni, en France et en Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'en 2000, à l'époque, l'Algérie vaccinait avec le vaccin bivalent A plus C, et c'est justement suite à l'émergence de ce W, c'est un clone, on dit le clone de l'Arabie Saoudite, qui a été responsable un peu partout dans le monde de petits foyers épidémiques. Par la suite, il y a eu un autre clone W, mais c'était d'autres séquences, qui a émergé d'Amérique latine. Un troisième clone dans le monde est en circulation, c'est celui qui vient des pays du Nord et beaucoup plus qui vient du Royaume-Uni, beaucoup plus. Donc vous avez en fait 3 clones qui étaient en compétition. Du coup, le clone qui venait de l'Arabie Saoudite avait un petit peu diminué, mais pas complètement disparu. Et maintenant, il a tendance à réapparaître et on observe une réémergence. Pourquoi je vous donne ces détails techniques? Pour vous dire tout l'intérêt de documenter les cas de méningite et particulièrement pour les méningites à potentiel épidémique. Ceci dit, entre parenthèses, avec le risque, j'allais dire, transfrontalier, c'est une réalité. Nous vivons quand même, nous avons des migrants autour de nous. Et donc, notre épidémiologie risque de changer. J'attire juste votre attention concernant la méningite à pneumocoque, pour laquelle, dans certains pays africains, il y a eu un sérotype pour lequel, c'est le sérotype 1, qui est responsable de méningite, et pour lequel des notions de cas groupés, de petits foyers épidémiques ont été décrits dans certaines zones d'Afrique. Donc, restons quand même vigilants. J'espère avoir répondu pour la Chine, pour faire la vaccination. Il vient de poser une question sur le vaccin chez l'enfant et le nourrisson. Ah oui, mais de toutes les façons, c'est des vaccins conjugués. Et là, alors, autre chose, les vaccins conjugués, leur avantage, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent être administrés chez l'enfant de moins de 2 ans, donc chez le nourrisson. D'ailleurs, c'est le principe même des vaccins qu'on utilise au niveau du programme national de vaccination. Ce sont des vaccins conjugués. Et ce sont des vaccins sûrs, ce ne sont pas des vaccins vivants. Ce sont des vaccins, ça ne veut pas dire que les vaccins vivants ne sont pas sûrs, mais il n'y a pas de contre-indication. Pas comme les vaccins vivants par rapport à l'âge. Ils sont conjugués aux protéines, justement, c'est pour permettre leur administration chez l'enfant de moins de 2 ans. D'un autre côté, il faut savoir aussi une chose, c'est que le vaccin conjugué a l'avantage d'impacter le portage, contrairement à celui qui était utilisé il y a très, très longtemps. C'était un vaccin aussi ACYW, mais qui n'était pas conjugué à une protéine et qui n'avait pas d'effet. Donc, il n'y avait pas la vaccination, ce qu'on appelle l'effet troupeau, et il ne pouvait pas diminuer le portage du méningocoque. N'oubliez jamais aussi autre chose d'importante, c'est que aussi bien pour le pneumocoque que pour le méningocoque que pour l'hémophilus, ce sont des bactéries qui font partie de notre flore. Donc, nous sommes dans une logique d'éradication. Je rappelle au passage que l'OMS a lancé le plan d'action pour les méningites, vaincre les méningites d'ici 2030, et qui vise essentiellement les méningites à potentiel épidémique, mais pas que, même le pneumocoque aussi.
même l'hémophilus. Il y a maintenant, on a observé, c'est vrai, une chute drastique des cas de méningite à hémophilus B. Néanmoins, il commence à y avoir une apparition de certains cas de méningite à hémophilus non B, particulièrement pour le sérotype A. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une logique d'éradication. Nous sommes dans une stratégie de contrôle de l'infection par la vaccination. Et surtout, n'oubliez jamais que c'est dommage qu'en 2024, on passe à côté d'une infection invasive qui peut être évitée par la vaccination et pour laquelle on peut préserver la vie et au mieux, au moins, éviter un handicap. Vaccination du personnel. Si nous avions déjà répondu tout à l'heure, alors on reprend. Alors, pour la vaccination du personnel, il est clair que le personnel de laboratoire qui est exposé au méningocoque, la vaccination anti-méningococcique devrait être obligatoire. Pour les professionnels de la santé, elle est fortement recommandée. Cependant, en période d'épidémie, elle devrait être obligatoire. Il faudrait vous faire vacciner pour éviter non seulement la maladie, mais surtout éviter le portage. C'est ça, parce qu'il ne faut pas se dire non, je prends mes précautions, mais être porteur, on risque de le transmettre aux personnes qui sont autour de nous, on risque de contaminer les jeunes enfants qui nous entourent, les nourrissons, qui eux n'ont peut-être pas la même capacité immunitaire pour pouvoir se défendre et qui peut-être, vous pouvez être au contact d'un autre patient, vous pouvez être porteur. Donc, n'oubliez pas que ça vous protège contre la maladie, mais surtout, ça évite le portage. Et nous, professionnels de la santé, nous sommes de facto exposés à un risque. Quand on a choisi de faire ce métier, on a compris qu'il y avait quand même un risque. Et donc, il y a des moyens de se protéger, il faut le faire. Nous, en tout cas, le laboratoire, on fait la vaccination. J'en profite d'ailleurs, entre parenthèses, même pour vous dire, faites vos rappels concernant le DT. N'oubliez pas que dans notre calendrier vaccinal, il est recommandé de faire la dose de rappel tous les 10 ans à partir de 18 ans pour le diphtérie et le tétanos. Voilà. Merci, surtout par rapport à la diphtérie du bébé. Il y a une autre question sur la RIFA. Il y a un risque de résistance. Ah oui, je voulais dire ça. Alors, je vais vous dire, la durée, franchement, si vous voyez la durée, ce n'est pas des traitements qui s'étalent dans le temps. C'est 2 jours et le risque, franchement, d'avoir une résistance, on ne peut pas dire zéro, non, mais il s'approche du zéro, il est presque nul. Compte tenu du bénéfice qu'il apporte par rapport au risque de colonisation et de transmission. La question qui peut être posée, c'est peut-être la disponibilité des comprimés de RIF, parce que certains l'avaient posé il y a un moment. Parce qu'elle est utilisée par rapport à... Voilà. Vous avez quand même la deuxième alternative qui est celle de la dose en prise unique. Mais je vous assure, pour la résistance, franchement, le risque, il s'approche de zéro. D'abord, elle est à usage hospitalier, il faut le dire. Voilà, je pense que le professeur Dmic va intervenir. Par rapport au risque, il faut dire qu'elle est à usage hospitalier. Donc, il n'y a aucun risque qu'elle soit vendue dans les officines. Et c'est ça, c'est à partir de là. Si elle sera dans les officines, c'est là où on aura vraiment des résistances. Mais tant que c'est à usage hospitalier, tant que c'est 2 jours, donc il n'y a aucun risque, il n'y a pas de problème. On se rapproche du risque zéro, comme a dit le professeur Talemama. Par contre, par rapport à la disponibilité, c'est vrai qu'on avait un souci par rapport à la rifampicine en sirop, mais maintenant, elle est disponible. Quant à la rifampicine seule, c'est-à-dire non associée aux autres anti-BK, elle est disponible. Pour les enfants, il nous arrive d'aller vers les laboratoires mère-enfant et ils nous font les présentations, les posologies en fonction du poids et on a nos médicaments, nos comprimés, il n'y a aucun problème. Donc, on le fait pour les autres pathologies, pourquoi pas pour ça? Ce que tu viens de dire, c'est pour le traitement de la méningite. Non, pas de la méningite. Non, je parle de la prophylaxie. De la prophylaxie. C'est 2 jours. Est-ce que la corticoïde... Ah non, la corticoïde n'est pas utilisée pour les méningites virales. Non. Mais c'est clair. Oui, c'est clair. D'ailleurs, quand vous dites méningite décapitée, on va à la méningite décapitée bactérienne. Si on a déjà pris des antibiotiques, si c'est une décapitée, on ne va pas donner de corticoïdes. Parce qu'on dit que les corticoïdes, on doit les donner bien avant, ou dans les 12 heures. En même temps, ou dans les 12 heures. 12 heures. Donc déjà, une décapitée, on ne donne pas. Donc la virale, on ne donne pas du tout. Voilà. Sur ce point. Vous avez quelque chose à rajouter? C'est par rapport à cette résistance, effectivement.
de la rifampicine. C'est une très bonne question par rapport à la rifampicine et bravo. Ça veut dire que vous êtes en train de penser à la tuberculose et malheureusement, cette tuberculose existe toujours. Oui, c'est vrai. Mais lorsque le groupe a réfléchi, il y avait, je vous dis, avant de mettre la rifampicine, beaucoup de discussions et énormément de discussions. Et après, on est arrivé à dire que la rifampicine, elle trouve sa place pour plusieurs raisons que Mme Tali a expliquées, que Mme Smith a expliquées, et surtout que c'est un produit hospitalier. Donc, ce n'est pas votre ordonnance où vous savez très bien que la prescription des antibiotiques, malheureusement, elle est faite le plus souvent à tort. On prescrit comme ça. Et là, la rifampicine, on n'a pas le droit de la prescrire sur une ordonnance pour aller l'acheter dans les officines parce qu'elle n'existe pas. Maintenant, la forme sirop chez l'enfant, elle existe en principe. Est-ce qu'elle est disponible partout? Là, je serais d'accord avec vous. Écoutez, Dieu merci, on a dit rifampicine, sinon azithromycine, voire la spiramycine. Lorsqu'on a la possibilité d'avoir la rifampicine, c'est très bien. Si on n'a pas la possibilité d'avoir la rifampicine, l'azithromycine, elle est disponible partout, elle existe partout, et l'avantage, et ça, c'est ce qu'on préfère, nous, les pédiatres, c'est ne pas avoir trop de prises. C'est une seule prise, c'est une fois, et donc ça nous règle le problème. Ça veut dire, je pense, à mon avis, c'est si rifampicine non disponible, c'est passer vers l'azithromycine. C'est l'antibiotique le plus facile il est disponible partout, et surtout, la prise est facile, une prise unique, c'est facile surtout pour l'enfant. Par rapport au comprimé c'est vrai qu'on peut, il y a des laboratoires, et je dirais à Alger, c'est surtout le laboratoire mère-enfant Beni Messous qui nous fait des formes galiniques, ce qu'on appelle les formes galiniques, les formes pédiatriques. À partir du comprimé, il va vous faire la gélule qu'il faut pour le nourrisson ou l'enfant. Mais ça aussi, c'est peut-être une situation qui n'est pas disponible partout, parce que moi, j'aime bien la vraie vie. Qu'est-ce qu'on a? Ce que vous avez de disponible, c'est votre azithromycine. Avec la rifampicine, Allah libère. Mais là, c'est l'azithromycine. Voilà, je vous remercie. Alors, je réponds à une question où on demande quelle est la plus contagieuse, virale ou bactérienne. Dans les bactériennes, on sait qu'il y a le méningocoque qui est contagieux. Dans les virales, c'est contagieux, les oreillons, la grippe, la rougeole, la rubéole, tout ça est contagieux. Donc, si on a, et c'est des virus qui sont neurotropes, donc qui peuvent donner la localisation virale qui est la méningite virale. Par contre, dans les méningites bactériennes, il n'y a que le méningocoque qui est à risque épidémique et qui est contagieux. Par contre, il y a une question, est-ce qu'on vaccine nos enfants par rapport au vaccin méningo? Sachez qu'en dehors d'une épidémie, on ne vaccine pas, il ne fait pas partie du programme national de vaccination. Donc, restons logiques dans nos pratiques. Quand il y a une épidémie, il y a nécessité, par exemple, c'est un enfant en contact avec toutes les conditions de transmission. Donc, on vaccine. En dehors de ça, non, ça ne fait pas partie de notre programme de vaccination. Ajoute le mode de transmission. Oui, je veux juste reprendre quelque chose, c'est pour aller dans le même sens que le professeur Smith. Toujours pour la contagiosité, ce sont les viroses avant qui vont donner une méningite virale qui sont contagieuses et non pas la méningite en elle-même. Par contre, la seule méningite contagieuse, la bactérienne contagieuse, c'est la méningite à méningocoque. Voilà, je voulais juste arranger ce problème. Avant, quand j'ai une virose, je peux faire une méningite. C'est la virose qui est contagieuse, qui contamine. La contagion se fait entre les enfants. Après, cette virose donne la méningite. Maintenant, si la seule méningite qui contamine en tant que méningite, c'est la méningite à méningocoque. Et cette méningite est à transmission, parce qu'il y a aussi le problème de la transmission. Elle est à transmission aérienne. Merci. Mode de contamination. Voilà. Merci. Voilà.
Oui, vas-y, quand même, parce qu'ils ont posé cette question. Oui, c'est celle-là, je voulais l'ajouter, je lui dis ajoute, alors, il y a une question qui est venue dans le chat et à travers laquelle je souhaiterais un petit peu partager avec vous quelque chose. C'était celle, fallait-il vacciner nos enfants en dehors de l'épidémie? Alors, moi, je vais dire, faut-il vacciner les enfants algériens ou l'enfant algérien en dehors des épidémies? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de stratégie de vaccination, et la directrice du programme, elle est là, face à moi, Dr Hamedi, il faut savoir que le calendrier national de vaccination a connu quand même une évolution importante. On est en train de parler aujourd'hui essentiellement de la méningite à méningocoque, mais il ne faut pas oublier les dégâts que faisait la méningite à hémophilus et les dégâts que faisait jusqu'à un passé récent la méningite à pneumocoque. Et dans notre calendrier vaccinal, il y a eu d'abord l'urgence à introduire le vaccin contre la méningite et la pneumonie, les infections invasives à hémophilus B. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu presque plus un problème. On a quand même contrôlé l'infection, justement grâce à la vaccination du programme national de vaccination. Beaucoup plus récemment, en 2016, il y a eu l'introduction de la vaccination anti-pneumococcique, justement. C'est pour endiguer et contrôler les infections invasives à pneumocoque chez l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que c'est pneumo, je vais dire ouvertement, pourquoi est-ce que encore la vaccination anti-méningococcique n'est pas dans le calendrier vaccinal chez nous à ce jour? Il faut comprendre que pour pouvoir l'introduire, il faut d'abord disposer de vaccins qui couvrent tout ce qui est en épidémiologie, en circulation chez nous. Aujourd'hui, le vaccin qui est utilisé en cas d'épidémie, c'est le ACYW. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas les seules formulations, je ne parle pas de fabricants, mais je parle de formulations qui existent à travers le monde. Par exemple, dans la ceinture de la méningite, c'est le vaccin conjugué A. Beaucoup plus récemment, il y a un pentavalent au Nigeria qui couvre le ACYW, et j'ai rien oublié, j'espère, voilà, et le X, voilà, c'est le ACYW et le X. Il y a ces différentes formulations ne permettent pas, d'ailleurs, il n'y a pas de vaccin universel au jour d'aujourd'hui pour le méningocoque. Il est vraiment dépendant de l'épidémiologie. D'où l'intérêt de diagnostiquer, de bien maîtriser le poids de la maladie pour voir comment poser les indications de cette vaccination et quelle formulation répondrait au mieux à la problématique. D'autant que ce sont des vaccins, vous avez vu, qui ont une protection de 3 à 5 ans, contrairement au calendrier que nous avons habituellement, on vous fait 2 doses, c'est des schémas de 2+1 ou 3+1. Chez nous, c'est 2+1. Après, vous avez des rappels pour le DT seulement, mais par la suite, c'est bon. Donc, tout ça, ce sont des éléments dont il faut prendre compte. Et dites-vous qu'en luttant et en surveillant et en déclarant, vous êtes en train de contribuer de manière directe dans la connaissance et les données épidémiologiques en termes de lutte contre les méningites purulentes qui pourraient servir ultérieurement à alimenter, à bien justifier, à bien discuter la stratégie de vaccination future concernant la lutte et la prise en charge des méningites. N'oubliez pas que l'OMS, elle a son plan vaincre la méningite horizon 2030. Donc, il faut qu'on soit vraiment au rendez-vous. Il faut surtout protéger la population du risque aussi qui est en train de nous guetter actuellement. Voilà. Merci. Je pense qu'il y a une question. Oui, non, parce qu'elle revient, cette question, je viens de la revoir, par rapport à l'association de la VONCO et au cefotaxime, au ceftriaxone chez l'adulte. Alors, il y a eu des études, il y a eu des méta-analyses où ils ont fait un comparatif en donnant chez l'adulte VONCO C3G et seulement C3G, mais seulement C3G à des doses importantes, c'est-à-dire à de fortes doses. Ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune différence. Et de plus, ils ont vu que la vancomycine, vu ses effets secondaires, toxicité, ORL et aussi rénale, donc il y a le risque de surdité, le risque d'insuffisance rénale. Donc, ils ont vu que ça ne servait à rien de faire cette association. Et donc, pour une méningite à pneumocoque grave ou avec des signes de PSDP, dans ce cas-là, il faut donner une forte dose
avoir la culture du LCS. Si j'ai le pneumo, il est sensible, je diminue, je fais une désescalade, ça s'appelle. Donc, diminuer les posologies. Si j'étais, par exemple, à 18 grammes ou à 16 grammes, je redescends à 12 grammes. Si j'étais, par exemple, à 16, je redescends à 8 grammes. Maintenant, chez l'enfant, pourquoi on ne l'associe pas? Là aussi, ils ont fait des études. Pourquoi on l'associe? Parce qu'ils ont vu que chez l'enfant, on ne peut pas aller au-delà de ces doses-là. On ne peut pas avoir de très fortes doses de céphalosporine de 3e génération qui ont aussi un effet secondaire qui est sur le rein. Donc, ils ont vu que l'association était préférable par rapport à la gravité du pneumocoque, et ce sont des gravités c'est surtout les séquelles neurosensorielles et c'est surtout la mortalité. Donc, pour l'enfant, on maintient cette association, cette bithérapie. Par contre, chez l'adulte, forte dose et ensuite une désescalade. Voilà. Merci beaucoup, professeur Smith, pour toutes ces clarifications. Je remercie vraiment. C'est une visio très pratique. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que c'est là, on a fait le tour de la question. Oui, mais je l'ai dit au début. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je vous ai dit que le guide est finalisé. Il est chez l'imprimeur. Et donc, c'est un problème de conception. Il va être partagé. Ne vous impatientez pas. Mais je vous dis, ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est quasi le guide. Parce qu'on a traité tous les volets. On a traité l'adulte, l'enfant, la vaccination, la réponse, l'épidémie, la définition de cas, la notification. En fait, c'est tous ces aspects qui sont dans le guide ont été traités aujourd'hui. Moi, je voudrais vraiment remercier vivement les experts qui sont ici avec nous et qui nous ont apporté toutes les clarifications. Maintenant, si vous avez encore d'autres questions éventuellement, ou des personnes qui ont raté l'une ou l'autre question, parce que je pense qu'il y a des questions qui sont revenues aussi, n'hésitez pas, vous les envoyez à prévention.mdo. Ils seront partagés ou à Dr Bekri, ils seront partagés avec les experts et on reviendra vers vous avec les réponses. Je voudrais juste aussi vous remercier d'être présent malgré, on est presque 3 heures après. Et ça, c'est l'intérêt que vous portez à la question. Et surtout, merci d'avoir traité, en fait, la vaccination. Merci beaucoup, professeur Zerwal, de rappeler, parce qu'il faut dire aussi que professeur Zerwal et professeur Talim Amman sont aussi membres du comité national d'experts de vaccination. Donc, ça, c'est non, pas professeur Zerwal, mais professeur Talim Amman qui a apporté des clarifications par rapport à la vaccination. Et là, pourquoi j'ai dit professeur Zerwal? Parce qu'en tant que pédiatre, elle nous a rappelé la visite systématique, elle a rappelé aussi la vaccination, le carnet de vaccination, que malheureusement, beaucoup de personnes, et on sait très bien, et je tiens à le rappeler, je profite de l'occasion, nous sommes toujours dans la semaine de la vaccination, et de dire souvent, c'est pas retranscrit sur le carnet de vaccination. Et souvent, l'enfant n'est pas examiné. Donc, il faut le dire et il faut le rappeler, il faut mettre un peu l'accent là-dessus. Merci de bien vouloir respecter ces directives. Aussi, on a parlé de la résistance. Et comme vous le savez, nous disposons d'un plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et on a un réseau dont l'Algérie est fière parce qu'on a été félicité par les organismes nationaux et par l'OMS, particulièrement les experts qui sont venus, parce que le réseau algérien de surveillance qui nous permet de suivre un peu la résistance actuelle. Voilà, je pense qu'on a parlé aussi de la prévention, de la vaccination, de la résistance, de la prise en charge et tout ça. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fête de travail qu'on va célébrer demain. Et Saha Tolkov. Et à très bientôt. Bon courage. Et alors, là, n'oubliez pas la notification, la vigilance, la couverture vaccinale et le PEV. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier quand il y a
un cas, comment prendre en charge le cas et comment se mobiliser pour contenir l'épidémie. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.